Le rôle de l'avocat, qui n'est pas psy évidemment, est aussi de faire en sorte de tempérer un peu tout ça. Très souvent, je leur demande de se souvenir le moment où ils se sont rencontrés. Ce que je trouvais pas mal dans ce que disait Maître Serran, c'est qu'il commence déjà l'exercice de la thérapie. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre service aujourd'hui avec un duo de choc. Tiens, c'est la première fois qu'on les a réunis tous les deux. On va parler du divorce côté court et côté cœur avec Maximilien Bachelard. Bonjour Maximilien. Bonjour à tous. Docteur en psychologie et psychothérapeute et auteur de l'approche intégrative en psychothérapie. Vous préparez un nouveau livre d'ailleurs. Oui, on parlera très prochainement. Exactement. Aux éditions ESF Sciences Humaines, le même éditeur. Et le boulot va être de créer un ouvrage pour les travailleurs sociaux, les chefs de service, les psychologues, les psychiatres, les directeurs d'établissement en protection de l'enfance. Voilà. Maître Mourad Serran est avec nous. Maître Serran, bonjour. Bonjour à tous. Les auditeurs de Beurre FM vous connaissent bien puisque vous êtes depuis des années notre avocat référent, notamment le vendredi entre 9h et 10h. Vous êtes avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Toujours. Voilà, à Bobigny. À Bobigny. On peut vous trouver à Saint-Ouen. On va parler du divorce et Maximilien, vous souhaitiez avoir une approche systémique, comme toujours. Ouais. C'est un peu vous, ça, d'avoir les deux côtés. Parce que finalement, il y a des choses qu'on dit à l'avocat qu'on ne dit pas au psy quand on divorce. Mais on dit beaucoup de choses à son avocat, Maître Serran. On dit tout et n'importe quoi parfois. On dit beaucoup de choses pas très sympas sur l'autre, mais ça peut s'entendre et se comprendre dans un premier temps. Et le rôle de l'avocat, qui n'est pas psy évidemment, est aussi de faire en sorte de tempérer un peu tout ça. C'est-à-dire d'essayer de recadrer nos clients et de répondre sur l'aspect purement juridique et de faire en sorte que les vieilles rancœurs, les vieilles haines s'effacent. Très souvent, je leur demande de se souvenir le moment où ils se sont rencontrés. Leur dire, vous êtes quand même aimés. Alors ça peut déraper, mais on essaie de rappeler que le couple s'est quand même aimé à un moment. Donc on ne peut pas considérer l'autre comme un ennemi. De votre expérience, Maître Serran, est-ce que vous connaissez beaucoup de divorces qui se passent de façon tranquille? Non, honnêtement, ça fait plus de 20 ans que j'exerce, j'ai rarement eu des personnes qui divorçaient tranquillement. Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. Honnêtement, c'est très rare. En règle générale, on bataille, alors pour des raisons sérieuses qui concernent les enfants, ça je peux l'entendre et le comprendre, mais parfois on bataille sur des détails, sur des objets, sur la voiture, et on a du mal, quand on est avocat, à comprendre ça, puisqu'on leur dit tout le temps, faites attention, on peut toujours batailler sur des objets. Je ne parle pas des enfants, c'est quand même assez particulier, mais quand on bataille sur des objets et quand on se tire dessus avec des gros guillemets, il y a jamais de gagnant à la fin. Vous voyez, tout le monde y perd des plumes. Et vraiment, on essaie de leur faire comprendre qu'on est en train de parler de choses matérielles. Parfois, j'allais dire anodines, alors pas pour nos clients, mais vous voyez, il y a pas si longtemps, on a des clients qui bataillaient pour une collection de soupières. Alors ça peut sembler curieux, moi, je suis pas amateur des soupières, mais voilà, monsieur et madame ont réuni des soupières, et la vraie bataille se fait là-dessus. C'était avec qui la soupière? C'était avec quelle grand-mère? Des soupières, Ah non, mais c'est une collection, c'est-à-dire qui... Mais comment ils l'ont constituée? C'est peut-être ça aussi, quoi. Ah ouais, alors après... oui. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ça me surprend. Je devrais pas dire ça. Mais ça, c'est intéressant parce que, par exemple, sur cette histoire de soupières, qu'est-ce qui se joue, Maximilien? Je sais pas, je me dis à qui elles appartiennent, est-ce que c'est une collection commune, c'est toute cette question-là. Ce que je trouvais pas mal dans ce que disait Maître Serran, il commence déjà l'exercice de la thérapie, c'est qu'il dit vous êtes déjà aimé, quoi. Restez pas sur le dernier moment traumatisant, rappelez-vous votre histoire. Donc, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Mais je crois que oui, c'est des objets, les objets qui paraissent anodins sont quand même chargés d'histoire, et donc c'est marrant de parler de soupières, mais en même temps, qu'est-ce qu'on y a mis dedans, quoi. Parce qu'on les achète ensemble, on n'avait pas prévu de les séparer, de les couper en deux quand même. Mais quand subitement on s'est mis d'accord sur les appartements, on s'est mis d'accord sur l'argent, on s'est mis d'accord sur la voiture, sur le chien, les enfants, subitement... On veut plus. Subitement, on va s'écharper sur les soupières. Ouais. Ça veut dire qu'on ne veut pas se séparer. Ce serait facile de dire ça, mais c'est vrai que parfois c'est quand même une façon de se dire si on signe ce dernier papier, c'est terminé. Donc c'est vrai que par moment, le divorce, c'est quand même un instant légal où on peut s'emmerder l'un l'autre dans la légalité. On peut se tirer dessus, on peut tenir l'autre en otage, en fait, d'une certaine manière. Puisque tant que je suis pas d'accord sur un divorce amiable, je pourrais pas te laisser partir.
Donc il y a quelque chose comme ça où t'as voulu me faire souffrir sur un truc, et ben moi je vais t'embêter sur autre chose, quoi. Et l'avocat qui arrive et qui se dit pourquoi vous vous prenez la tête pour 3 cuillères en argent, quoi. Enfin, je vais vous filer l'argent et laissez-vous, quoi. Mais il y a plein de divorces où pour 500 balles, les gens veulent pas signer, et puis on préfère aller en contentieux, on préfère se pourrir la tronche pendant 4 ans parce que c'est une question d'honneur. Ou alors tu m'as trahi, donc là tu vas pas m'avoir devant les autres. Et j'imagine que pour l'avocat, ça doit être parfois un peu particulier parce qu'il n'a pas forcément tout derrière. L'avocat, et c'est intéressant ce qu'il dit, vient ramener à la réalité aussi. Parce que moi, en consultation, j'ai des gens qui me disent « mais mon mari me demande ça ». Mais mon avocat a rigolé, il ne peut pas demander ça. Et l'avocat du mari de dire « écoutez, vous demandez quelque chose qui est complètement dingue. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ça a du sens pour vous, mais en fait, vous n'avez pas le droit de demander une allocation. Si, je la demanderai quand même. Ou je veux les enfants pour moi, j'ai le droit. » Bah non, en fait, il y a la loi au-dessus. Donc l'avocat, il est là pour ramener les gens les pieds sur terre, d'une certaine manière. C'est complètement ça. C'est vrai que chacun vient avec sa certitude. Tout le monde a raison, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'il y a parfois des demandes qui sont un peu farfelues, des demandes de dommages et intérêts, mais à l'américaine, c'est-à-dire qu'on ne trouve jamais sur le territoire français. Genre quoi, allez-y. Moi, quand on me dit est-ce que je peux demander 1 million d'euros alors que la vie même des 2 clients parfois vaut même pas, comme dirait l'autre, là, $40, donc on a envie de dire non, 1 million d'euros, c'est pas possible. Mais c'est vraiment l'influence des films américains, c'est ça qui est fou. Quoi. Ah ouais, et on leur dit écoutez, on va redescendre la barre. Et c'est paradoxal parce qu'en faisant ça, en plus, on a envie de ne plus voir l'autre la plupart du temps, mais on rentre dans une négociation qui justement va être longue. Donc c'est ça le paradoxe aussi, c'est vous voulez vous séparer l'un l'autre et en même temps vous êtes en train de rajouter de la complexité qui va faire que ça va durer des plombes. Mais justement, la fameuse procédure par consentement mutuel qui est quand même beaucoup plus courte, Maître Serran, est-ce que juridiquement on gagne du temps, mais est-ce que d'un point de vue du psy, ce temps est assez long pour faire le deuil du couple ? Ouh là là, alors en moyenne ça dure combien ? 3-6 mois ? Ça peut être rapide même. Ouais, ça peut être rapide. Est speed. Non, mais comme dirait, ça dépend pas spécifiquement de l'avocat, parce que, alors d'abord, si on est devant le tribunal, il y a encore des procédures de divorce par consentement mutuel devant les tribunaux. Ouais. Donc là, honnêtement, le timing est entre 8 et 12 mois. Ensuite, la procédure qui se fait maintenant depuis quelques temps devant notaire, il faut compter 5-6 mois quand même. Et forcément, ça pourrait même durer 4 ans, que ça suffirait pas forcément, puisqu'il y a un avant et un après. Il y a quand même le temps où on négocie, où on réalise, où on fait l'inventaire, où on se file les clés, où on se rend les objets, etc. Et puis il y a le temps après, de toute façon, qui n'est plus le même, où on peut savourer sa liberté, ou au contraire se sentir tout seul, ou ce que vous voulez, quoi. Donc je crois que c'est pas une histoire de temps, en fait. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans la souffrance pour une histoire pénale, et puis on reconnaît un préjudice au bout de 20 ans, et là, d'un seul coup, il se passe quelque chose. Parce que là, justice est faite d'une certaine manière. On a reconnu officiellement sur un papier que ceci m'appartenait vraiment, et que maintenant, c'est ma clé à moi, et que s'il vient, je vais pouvoir porter plainte, etc. Il y a aussi ce moment particulier où on est dans le flou et c'est pas encore acté, en fait. C'est chez moi, mais en même temps, c'est encore chez lui. On se l'est dit, mais je pourrais pas opposer sa présence à la maison. Et donc, c'est vrai qu'une fois qu'on peut acter ça, on peut passer à autre chose. On peut commencer à réaliser aussi. Alors, Maximilien, oui. C'est vrai que ça c'est important, parce qu'entre le moment où on engage la procédure et le moment où il y a déjà un début d'acte, il y a quand même quelques mois, et durant ces quelques mois, le domicile, il appartient à monsieur et à madame, en tout cas il appartient au couple. La meilleure des options, on essaie de dire aux clients que voilà, il faudrait que l'un d'entre eux quitte quand même provisoirement le domicile pour éviter les accrochages et parfois des actes de violence. Mais c'est vrai que pendant ce laps de temps, chacun fait un peu ce qu'il a envie de faire. Et c'est très difficile à gérer, alors pour les clients évidemment, mais pour les avocats aussi. Et pour les enfants aussi, parce que finalement, on les garde, on s'est mis d'accord. Mais si madame ou monsieur, comme je l'ai pu l'entendre en consultation cette semaine, décide de prendre les enfants malgré ce qui était dit, bah, on peut pas dire tu n'as pas suivi le papier du juge ou de l'avocat, donc on ne peut pas aller forcément porter plainte au commissariat pour ci, pour ça. Donc on est bien brinque-ballé et il manque un cadre officiel qui vient sécuriser tout le monde, et y compris les enfants en plus.
En tout cas, en qualité d'avocat, on fait cet effort-là de leur dire faites attention, monsieur et madame se sont aimés, ne s'aiment plus. Pas en même temps. Voilà. Et qui est la guerre entre des adultes, ça reste des adultes, mais c'est vrai qu'on leur rappelle très régulièrement qu'il faut toujours penser à l'intérêt des enfants. Alors effectivement, quand il y a une haine, parfois entre monsieur et madame, ce sont toujours les enfants qui trinquent, quoi. On le voit très régulièrement. Dans ce que tu as dit, il y a un point aussi qui est pertinent, c'est que en fait, ils sont pas d'accord. La plupart du temps, il y a deux histoires, en fait. C'est normal que d'une certaine manière, ça se passe pas bien parce qu'on n'a jamais exactement le même point de vue. Et c'est la même chose aussi chez le psy, d'une certaine manière. Quand vous voyez monsieur, quand vous voyez madame, ils sont pas d'accord sur les raisons de la séparation. Ils auraient pas, chacun pas fait de la même manière que l'autre. Donc ça, c'est un point commun qu'on a tous les deux. Oui. Et on en a d'autres, des points communs avec Maximilien. Ouais. Alors, on va les partager ce matin. On a la barbe aussi, c'est vrai. Aussi, ouais. La même chevelure d'ailleurs, Maître Serran, pour ceux qui Décidément, enfin voilà, c'est-à-dire qu'on va parler que de mes cheveux, quoi. Pas de mon absence de cheveux. C'est un running gag, en fait. En fait, c'est ça. Ça tous les vendredis. Maître Serran, tiens, Maximilien dit qu'il faut célébrer le divorce. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ? Oui, je vais te donner mon point de vue, mais qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, alors je sais pas, c'est assez particulier. Au même titre qu'on célèbre le mariage, je me suis jamais posé il cette vaudrait question. mieux célébrer le divorce que le mariage. Personne ne se pose cette question. En règle générale, madame et monsieur, quand le couple est mixte, ne se supportent tellement pas qu'ils voulaient qui célèbrent quoi. C'est pas ça que je veux dire. Non, c'est pas ça. Oui, mais parce que... C'est quoi ? C'est-à-dire qu'il obtient son divorce et il est content, il va faire la fête avec une autre nana ? C'est dans quel sens ? Ça, c'est normal. Même pendant le mariage, ils le font. Ah bah bravo, voilà. Super. Non, ce que je veux dire... quand ils divorcent, ils le font plus parce qu'il n'y a plus aucune raison de le faire. Je vais pousser la réflexion jusqu'au bout. Ouais. Alors, c'est peut-être moi qui suis monté à l'envers, mais je pense que quand on est heureux, amoureux, on devrait... Alors, le mariage, c'est la réunion d'un patrimoine et de deux familles. Donc, c'est normal qu'on fasse la fête en famille et qu'on montre son bonheur. Un couple existe par la reconnaissance des autres, sociale. Mais d'une certaine manière, je me dis que ça devrait pas être un moment à célébrer. Quand t'es bien avec ta femme, t'es heureux et t'as pas besoin des autres. C'est-à-dire que le passage de la vie à pas marié à marié ne nécessite pas d'effort. Quand tu divorces, ton monde s'écroule et se réorganise. Et c'est là où, pour moi, tout le monde devrait célébrer avec son entourage de son côté, et pas avec son ex-conjoint, mais tout le monde devrait célébrer le divorce. Parce que pour moi, c'est un rituel qui manque. Donc je vais aller loin dans les sociétés occidentales où on devrait pouvoir épauler tous ces gens qui se retrouvent face à une nouvelle réalité. Parce qu'il faut quand même savoir que la moitié des couples qui vont se marier vont divorcer, c'est à peu près ça la moyenne. Ouais. Et donc je me dis que là, c'est le moment où les gens devraient être ici. Quand tu vis un deuil, on trouve ça normal que les gens t'épaulent. Quand tu divorces, c'est à ce moment-là que les gens devraient être là. Et pas quand tu es heureux et tu vas claquer 10 000 balles, tu fais un crédit à la banque, alors que finalement, tu devrais garder cet argent pour t'éclater avec ta femme. Enfin, voilà, moi c'est mon point de vue. Je sais que c'est un peu bizarre. Non, c'est pas bizarre. J'ai jamais pensé. Il faut faire une fête du divorce. Moi, je crois du divorce. Moi, je crois qu'il faut. Moi, je suis assez d'accord parce qu'effectivement, comme l'entourage disparaît au moment où vous divorcez, subitement, vous avez moins d'amis. Hein, donc, oui, il y a une espèce. Vous devenez un paria. T'es porteur d'une maladie quand même. Je veux dire, c'est une malédiction, quoi. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors pour certains, je pense qu'il peut se jouer ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est un moment de mise à jour où on va voir les amis communs. Alors il y a ceux qui sont neutres et qui disparaissent et puis qui ne le sont pas forcément. Il y a ceux qui ont décidé de choisir un clan, même si finalement ça va quand même durant cette séparation. Mais je crois que c'est un moment de mise à jour particulier où oui, il y a des mouvements de foule où les gens disparaissent. Il y a le conflit de loyauté, oui. Il y a le conflit de loyauté notamment. Ouais. Ça c'est terrible, le conflit de loyauté. Mais j'y penserai, puisque je vais peut-être soumettre ça à mes clients qui vont divorcer. Faire une fête de divorce. Ouais. D'abord, ça coûterait moins cher que la fête de mariage. Mais c'est là où on en a besoin, surtout, en fait. On n'a pas besoin de faire la fête quand on est amoureux. On est amoureux et ça suffit. Enfin, je sais pas, je suis peut-être un peu trop romantique. Non je crois. Ouais. Mais bon, est-ce que j'ai besoin d'aller chez la banquière, faire un crédit pour proposer des petits fours et me retrouver à moitié à sec et récupérer l'argent dans les enveloppes je suis d'accord. Ouais. C'est tout un transfert d'argent inutile. Parce que parfois, t'as pas d'enveloppe en plus. Tu t'y retrouves même pas, quoi. C'est dégueulasse, tu te dis j'en ai pour 40 balles par personne et il me met un billet de 10. Non mais il faut revoir vos prix. Il faut revoir les amis à ce moment-là surtout parce que... Le mariage d'amour d'abord c'est un concept très récent, hein, Maximilien. Oui, écoutez, ça fait à peu près moins d'un siècle qu'on est là-dessus, mais je le répète, on est dans la réunion d'un patrimoine et de deux familles, quoi, tout simplement. Donc on y a mis des sentiments et c'est très bien.
Mais je crois aussi que c'est ce qui explique pourquoi il y a autant de divorces, quoi. C'est-à-dire que, comme le disent toujours les vieux, nous, on essayait de réparer les choses et on n'essayait pas on n'explosait pas le couple parce qu'on pensait à la famille, on pensait aux enfants, donc on se sacrifie un minimum, on essaye de discuter. Et donc, on a de plus en plus de gens qui se marient et qui divorcent au bout de 6 mois, quoi. Enfin, d'ailleurs, tu en as peut-être. Ouais, j'en ai, mais concernant les personnes d'un certain âge, effectivement, où, entre guillemets, ils devaient supporter, on va mettre des gros guillemets, ça commence à changer. De ce que je vois, moi, la dernière personne un peu âgée que j'ai reçue au cabinet a 75 ans et elle va divorcer. C'est-à-dire que... Après combien de temps de mariage? Je sais pas, plus de 75 50 ans, je crois. Non, mais c'est ça, ouais. Mais ça, c'est nouveau, parce qu'on ne le voyait pas avant, ça. Complètement. Ouais. Et on en voyait encore moins, entre guillemets, dans la communauté. C'est-à-dire que là, la personne est une personne de nationalité algérienne, enfin de double nationalité. C'était inimaginable. C'est-à-dire que, voilà, on est mariés. Tu divorçais pas de la mère de tes enfants, non, jamais. Mais l'entourage, ils ont réagi comment, alors? Est-ce que tu sais? Est-ce que les enfants, ils ont dit, vas-y, papa, je crois qu'elle a été, entre guillemets, mise un peu à l'écart. Enfin, moi, je défends madame, donc c'est pas apprécié par ses enfants qui ont quasiment mon âge. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier de dire, tiens, il y a maman qui va divorcer. Mais je peux l'entendre et le comprendre. C'est-à-dire que quand on écoute son discours, on a parfois l'impression que c'est qu'une vie de misère, on supporte, on fait que le ménage. Pourquoi on divorce pas plus tôt, d'ailleurs? Voilà, c'est ça qui est fou. Mais c'est un signal intéressant, surtout tu parles de la communauté. Moi, je trouve que c'est intéressant quand maman qui a 60 ou 50 ou 70 ans dit « j'en ai marre, j'arrête ». Et souvent, les enfants sont embarrassés parce que c'était évident que leur mère allait supporter jusqu'à la fin. À chaque fois, les enfants disent « ouais, mais papa, il est insupportable, mais c'est comme ça depuis toujours ». Et je trouve que c'est très intéressant quand une femme, justement, dans la communauté, commence à dire ça à ses enfants. Parce que les enfants peuvent se dire, et notamment les filles, mais peut-être que nous aussi, on n'est pas obligé de supporter toute notre vie les difficultés qu'on a avec notre mari, quoi. Ouais, mais parce qu'il y a un côté où t'es marié, t'as pas le choix. Ouais. Et ça renvoie à la liberté de chacun de peut-être pas supporter jusqu'à la mort. Non, quoi. Mais je crois que la génération plus jeune, peut-être elle va trop dans l'autre sens. Ouais, ils raisonnent pas comme ça. C'est-à-dire que un pet de travers et puis c'est le divorce. Hein. C'est-à-dire que on est passé d'un extrême à un autre. Une génération qui supportait tout, même des actes de violence. Enfin, c'était la vie normale. C'est terrible. Ouais. Et une génération plus jeune qui, parfois, quand on vient nous dire je vais divorcer parce que, on aurait dire quand même, faites un effort, madame ou monsieur. Enfin, encore, bon, moi, je suis pas là pour réconcilier les couples, mais je trouve ça un peu léger quand même, parfois, vraiment. Mais moi, je reviens à la question de Maximilien. Pourquoi est-ce qu'on attend autant de temps pour divorcer alors que c'est évident que ça ne va pas depuis longtemps? Est-ce qu'on a le droit de se plaindre déjà? Est-ce que c'est normal dans notre famille de divorcer? Bah oui, voilà, il y a de ça, oui. Ça renvoie tout. Et puis les enfants. Parce que indépendamment des enfants, mais bien sûr. Les femmes en consultation, un peu les hommes, mais beaucoup les femmes me disent « mais je peux pas divorcer, j'ai des enfants ». Et moi, de manière encore une fois vicieuse, ce qui me caractérise bien, souvent je leur dis c'est peut-être pas la peine d'indirectement leur faire porter ce poids-là. Parce que d'une certaine manière, ça voudra dire pour les enfants, parce que vous étiez là, je suis resté pour vous. Tu vois, mon fils, j'ai souffert pour pas que tu sois abandonné. Et maman, elle est malheureuse, mais c'est pas grave, on va faire comme si elle allait bien, et toi, tu te dois d'être heureux. Donc je me sacrifie, je donne ma vie pour que tu sois heureux. Bah, ça commence bien, vive la dette, quoi. Enfin, on l'a entendu beaucoup quand même. Bah, on l'entend. Je me suis sacrifié pour vous, je suis resté pour vous. Ça commence bien, en fait. Tu commences déjà à découvrir, quoi. C'est vrai, mais les enfants d'aujourd'hui qui sont particulièrement ingrats, si maman leur dit « je suis resté avec vous ou à cause de vous ou pour vous élever », ils répondent « mais maman, je t'ai rien demandé, faut faire attention à ça aussi ». Parce qu'on a aussi des retours en disant « mais je t'ai pas demandé de te sacrifier, si t'étais pas bien avec papa, fallait », sauf que la mère, elle s'est déjà sacrifiée. Et en consultation, ça fait des électrochocs. Parfois, les mères me disent bah ouais, en fait, pourquoi cette espèce de pacte implicite que j'avais, il l'avait pas signé. Et c'est moi toute seule qui avait besoin de ça pour pouvoir tenir la barre et ne pas lâcher, en fait. Et ça, c'est important. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que se dire, finalement, moi, je pensais que ça lui convenait que je me sacrifie. Mais je me suis raconté ça toute seule, en fait. Souvent, moi, je leur dis, écoutez, déjà, les enfants, c'est pas la peine de les prendre pour des idiots. Ils ont peut-être pas les mots, mais ils sentent que ça va pas. Et ils préféraient peut-être avoir une maman qui prend son courage à deux mains, qui passe des étapes et qui s'occupe d'elle en tant que femme, plutôt qu'une mère qui se sacrifie, qui est malheureuse. Parce qu'une mère dépressive, c'est pas très efficace, on va dire, pour l'éducation et pour pouvoir aider, accompagner son enfant.
Donc je leur dis, vous pouvez pas feindre la femme épanouie alors que vous êtes malheureuse. Et puis quel modèle vous donnez en plus, quoi. Vous venez confirmer indirectement que vous devez souffrir, que vous êtes avec un homme avec qui ça ne va pas, et que donc finalement vous êtes injuste. Vous n'êtes pas juste envers vous-même, quoi. Et donc forcément ça vient tout de suite avoir un impact sur les représentations de l'enfant. Alors après on aura beau lui dire oui mais il faut que tu sois libre, il faut pas que tu te fasses embêter ma fille par les hommes plus tard, mais quand la mère dit ça alors qu'elle est malheureuse avec son mari, et ben en fait c'est foiré en fait. C'est Le message est paradoxal et complètement déconnant et il ne marche pas. Et souvent on me dit oui avec un petit sourire, mais j'essaye de leur faire comprendre que moi je suis pas un exemple et j'aimerais bien que eux arrivent là où je n'ai pas pu. Bah ouais, mais il faudrait peut-être le laisser faire sa vie plutôt que de demander à l'enfant indirectement de nous montrer la voie que nous on n'a pas pu passer. Excusez-moi du monologue, mais il fallait que ça sorte. Alors, voilà. Vous avez raison, Maximilien. On va parler de la victimisation. Souvent, alors l'un des deux parents va vouloir se faire passer pour une victime vis-à-vis des enfants. Alors, c'est plutôt le maire ou le maire. Mère ou la père. Ouais, voilà, ou la père. Et voilà. Moi, c'est le père. Ah bon ? Moi, c'est le père auprès des enfants. Moi, j'ai souvent, et ça me sidère beaucoup en consultation, j'ai beaucoup, alors c'est des discours à porter, de mères qui me disent, écoutez, je suis très embêté parce que quand mon enfant me tire la manche et qu'il me dit pourquoi vous êtes séparés, je lui explique. Et souvent, il me dit, j'ai demandé à papa, et papa, il m'a dit qu'il comprenait pas pourquoi tu l'avais quitté. Et papa, il est triste. Et papa, il dit qu'il comprend pas. Et donc, ce que je comprends, c'est que beaucoup d'hommes qui peuvent avoir, on va dire, une forme d'immaturité pour le coup et ne se comportent pas en père, se mettent au même niveau que leur enfant en disant, moi aussi, j'ai été abandonné comme toi sans raison, sans explication. Et donc, j'ai des femmes qui s'arrachent les cheveux en disant, attendez, il m'a trompé, on s'est engueulé depuis 2 ans, on est allé en thérapie, il sait très bien pourquoi on s'est séparés, pourquoi il joue l'idiot devant son enfant, qui après vient protéger son pauvre petit papa, et moi je suis la méchante. Et c'est le modèle que j'ai les 3/4 du temps, en fait, moi, en consultation. Alors, peut-être que toi, tu touches pas ça du doigt dans ta pratique. Mais j'ai un jeu avec les enfants où on les prend en otage en disant, mais tu vois, mon petit, moi non plus, je comprends pas pourquoi ta mère, elle est partie. Ouf, moi je trouve que ça commence déjà à créer une espèce de pseudo-histoire qui est compliquée. Enfin, ceci dit, est-ce qu'on va avouer à ses enfants qu'on a trompé sa femme? Non, mais on pourrait dire, papa, maman, ils s'entendaient plus, mon fils, et on t'expliquera plus tard, on n'a pas tout à t'expliquer, mais c'était le mieux pour nous, et voilà. Souvent, ce que je dis n'est pas scientifique, mais c'est madame qui trahit l'info et qui dit, on en est là parce que ton père m'a trompé. C'est rarement monsieur qui dit, ta mère ceci ou ta mère cela. En même temps, statistiquement, c'est souvent monsieur qui trompe madame, je crois. Et parfois, madame n'hésite pas à dire à ses enfants, voilà, vous arrêtez pas de me tanner, il s'est passé ça. Ça crée un peu un malaise. Et les enfants peuvent regarder papa autrement aussi. Oui, évidemment. Donc on n'arrive pas, et c'est souvent la difficulté. Et c'est là où moi, je suis embarrassé parce que je trouve que c'est un peu immature et c'est pas très parent d'une certaine manière. C'est qu'on confond le lien conjugal et parental. C'est-à-dire, on s'aime plus, eh bien, je vais te détruire en tant que père. Je vais pas protéger les enfants et en fait t'as été un salaud et je voudrais que tout le monde le sache. Non mais ça arrive assez régulièrement. Et inversement, je ne t'aime plus. Ça dire l'image de l'autre. Exactement, de l'autre parent. Oui, et puis j'ai envie de dire à ces gens-là, mais salissez votre conjoint, mais peut-être épargnez les gosses, quoi. Ce serait pas mal parce que en fait, ce sera leur père ou leur mère jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Et c'est là où les gens sont tellement dans une rage incontrôlable qu'ils sont prêts à tout foutre en l'air en utilisant tout ce qu'ils peuvent, notamment les enfants, quoi. C'est souvent, je leur dis, il faut éviter de vous faire harakiri parce que celui qui s'amuse à faire ça, il se saigne lui aussi. Mais on met un coup de pied dans la fourmilière. Ça lui fait du bien sur le coup. Sur le coup, mais ça dure 30 secondes. Mais tant que ça peut faire mal à l'autre, les conséquences, à la limite, on s'en fout sur les enfants, sur lui-même. On voit ça assez régulièrement. Hein. Des fois, l'avocat est obligé de tempérer le client et dire attendez, ça vous pouvez pas le faire. On peut pas faire non plus tout et n'importe quoi. Bon, des fois on nous écoute et des fois on nous écoute pas. Vous voyez, il y a quelques temps maintenant, moi c'est un homme qui voulait divorcer et qui me dit écoutez, est-ce que vous pouvez verser ça au juge? Et verser ça au juge, c'était la photo de son épouse nue sur un lit. Et quand je lui ai dit qui a pris la photo, il me dit c'est moi. Enfin moi, son mari. Bon, j'ai dit monsieur, pourquoi? Enfin voilà, vous prenez votre femme nue en photo et vous voulez qu'on la donne à un juge. Alors c'est pas une faute déjà dans l'absolu, ça sert à rien. Et quand on en est là, quand c'est juste pour faire mal à l'autre, juste pour que cette photo puisse circuler. C'est l'humiliation, quoi. Ouais, mais voilà. Donc c'est vrai,
Heureusement que l'avocat garde les pièces à ce moment-là. Non, mais non, mais on l'a refusé tout simplement. Examinons la photo quand même pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait juridiquement être utile. Oui, le devoir professionnel qui allait jusqu'au bout. Quelle conscience, maître Serran, là, je vous retrouve bien là. J'ai vu la photo, j'ai dit bon, monsieur, je la garde pas, là c'est pas possible. Et non, mais vraiment, elle a dit écoutez, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Et ça, c'est terrible. Mais alors, il y a une différence entre toi et moi, c'est qu'une fois que toi le divorce est prononcé, tu dis ciao, et j'imagine que tu as pas forcément de lien avec les clients par la suite. Moi, ce qui m'intrigue aussi dans mon cabinet, c'est quand les gens ont divorcé, que c'est fini. Monsieur s'est remis avec une femme, madame s'est remis avec un autre homme, et puis ça continue quand même. C'est-à-dire que madame... C'est quoi qui continue ? Eh bien, cette difficulté, ce chantage, cette humiliation, cette agressivité, cette attaque en règle, en fait, à travers les enfants ou autrement. Chacun a refait sa vie, donc, a priori... Et moi, je suis fasciné, et encore une fois, je suis désolé, c'est pas impossible que ce soit parce que je reçois beaucoup de femmes, c'est plus les femmes qui vont voir les psys que les hommes, mais j'ai beaucoup de femmes qui me rapportent des propos où elles sont en couple, ça fait 2 ans, monsieur, il s'est mis avec une nana, et il continue soit à les pieds, soit imaginer que finalement cette femme c'est encore un peu à elle, c'est encore un peu sa chose. Ah, c'est monsieur, vous parlez pas de madame. Voilà, et que monsieur, il arrive à avoir les photos par les enfants, puis il critique, et puis il dit ta mère elle s'est mise avec ce mec là, et c'est lui qui bouffe mes allocations, etc. Ouais. J'ai moins les femmes là-dedans. J'ai moins les femmes parce que je vous l'ai dit, moi mon idée c'est qu'elles sont plus facilement dans le ressentiment avant de quitter, et elles tournent plus facilement la page, je crois. Moi j'aurais tendance à le dire statistiquement que les hommes. Et j'ai des hommes qui sont déprimés depuis 3 ans, et je les rencontre, et j'ai l'impression que la séparation a été faite il y a 3 semaines, et ça fait 3 ans. Ils attendent encore leur femme, ils comprennent toujours pas. Je vois plutôt, Maximilien, moi, des femmes qui continuent... En consultation chez vous, Philippe ? Non, mais alors, attends, ma génération, qui a quand même beaucoup divorcé, en tout cas, observe la nouvelle... alors, je ne dis pas le gentil mot qu'ils disent, la nouvelle épouse de monsieur, ou la nouvelle... la cocotte. Pouf, comme ils disent. Ah oui, voilà, et alors là, physiquement, ça déglingue en règle, même si elles ont refait leur vie. Donc, elles épient aussi. Oui, non, mais certainement qu'elles épient. Moi, je ne vous dis pas que je suis objectif et que j'ai fait des études... épidémiaux, mais j'ai l'impression, il m'a semblé que les hommes pouvaient être plus dans une posture de résignation, de tristesse qui dure et qui dure, dans une position plus immature, en fait, comme des petits garçons qui ont été abandonnés et qui auraient plus de mal à tourner la page. Mais moi, ça veut dire quoi quand on observe l'autre, en fait, finalement ? Quand on épie l'autre, on vient se comparer, on se dit, finalement, est-ce que je vaux mieux que l'autre ou pas ? Contre quoi elle m'a remplacé ? Parce qu'en plus, et c'est souvent drôle, la séparation s'est faite, et comme dirait la chanson, dis-moi que tu t'es pas parti à cause de moi, enfin dis-moi que t'es parti pour quelqu'un d'autre, et pas à cause de moi. Et on voit ces femmes qui se séparent, pour des raisons qui sont plus ou moins légitimes, assez clairement, et puis elles se remettent avec quelqu'un, mais c'est pas l'explication du divorce. Et monsieur pense que madame elle est partie pour ça. Mais ça nous, et cet effet de comparaison, cet effet de virilité où pourquoi lui il a récupéré ma femme mais pas moi. Oui, enfin bon. Dans mon appartement. Dans mon appartement que j'ai payé, que j'ai meublé. Je veux dire sur mon canapé avec mes enfants. C'est vrai. Dans l'appartement, dans le lit. Ça c'est le pire là. Des photos. Mais voilà, ça c'est terrible. Mais souvent la bataille après le divorce, c'est effectivement quand monsieur ou madame décide de refaire sa vie. Vous avez toujours l'autre parent qui dit mais j'ai pas envie que mes enfants aillent voir leur mère parce que elle vit avec quelqu'un, ou la mère qui dit j'ai pas envie que les enfants aillent avec leur père parce que maintenant elle vit avec quelqu'un. Alors franchement, c'est difficile à gérer ça. On a signé avec l'avocat pour divorcer, pas pour autoriser l'autre à refaire sa vie. Nuance. Et pour certains, c'est compliqué parce qu'on n'avait pas signé, on n'a pas choisi de nouveau conjoint, on n'est pas prêt en plus. Parce que souvent, c'est il a déjà retrouvé quelqu'un ou elle a déjà retrouvé quelqu'un. Maître Serran, est-ce que ça vous arrive d'avoir des clients qui viennent vous voir et qui disent bon allez, filez-lui ce qu'elle veut, je vais en finir? Oui, mais je crois que c'est juste un mot comme ça. C'est-à-dire que quand on leur dit ok, d'accord, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Bien sûr. Concrètement, ensuite ils évitent de nous dire filez-lui ce qu'elle veut, franchement. Donc non, ça c'est vraiment pour... Ils ont peut-être l'impression à ce moment-là que madame va pas demander grand-chose. Je vais en finir, tu vois. Voilà, ou alors que la loi lui donnerait pas grand-chose. Vous faites taire alors, c'est ça, vous faites le taire. Ah oui, non, mais c'est exactement ça. Donc non, ça honnêtement, en tout cas, moi j'ai pas eu ça où monsieur, en bon prince, en disant la tranquillité et puis elle prend ce qu'elle veut. Quand on fait le listing de ce que madame a le droit, c'est-à-dire c'est pas du vol, c'est prévu par les textes. Non, ensuite il change vite d'avis.
Il y en a qui disent je vais le ou la saigner, je vais lui faire payer. Oui, je vais lui faire payer. Bien sûr. Ouais. Souvent, Cracher là. Souvent les femmes qui disent ça, encore une fois. De mon expérience. Après on va dire donc. Mais c'est souvent madame qui vient avec de la fumée qui sort de ses trous de nez, les yeux tout rouges, des cornes qui poussent, et qui vient me dire il faut l'achever. Maître Serran, vous êtes un tueur, c'est pour ça que je suis venu. Je sais bien, c'est exactement ça, et je confirme que je m'en occuperai, moyennant règlement d'honoraires que je demande et qu'il faut me régler. Mais sinon, indépendamment de cet aspect-là, c'est souvent, encore une fois, c'est pas scientifique ce que je dis, mais c'est souvent madame qui... mais est-ce que c'est verbalisé ? C'est ça que moi je veux savoir. Est-ce qu'on dit je vais le lui faire payer, je veux le mettre sur la paille ? En particulier quand monsieur est parti avec une demoiselle et puis madame a conscience qu'il est parti avec une demoiselle objectivement plus jolie qu'elle, plus mince et ainsi de suite. Donc on en prend un coup quand même dans sa fierté. Donc quand c'est comme ça, c'est verbalisé. On me dit si vous pouvez le crever. Le terme a été utilisé par des clients, faites-le. Donc pareil, on essaie de tempérer le truc et de dire, écoutez, on va essayer de se calmer, de faire un peu de droit d'abord, oublions la haine si tant est que ce soit possible. Mais oui, des fois, les mots sont violents. Les mots sont violents. Maximilien Bachelard, l'argent, ça peut essuyer quelques larmes, la peine ? Ça dépend combien vous me donnez, mais... Non, mais l'argent, c'est quelque chose. Mais beaucoup d'argent, ça permet d'essuyer. Non, mais vous vous doutez bien que non, c'est une fausse monnaie. Sur le coup, ça permet de. C'est la question des victimes, en fait, dont on va donner 10, 30 000 euros sur une affaire. Évidemment, ça va venir payer les compensations aussi de déménagement, de toutes ces choses, mais sur le coup, c'est une mauvaise monnaie, en fait. Ça me fait penser à ce que pourrait dire une femme en disant à Maître Serran, il faut le crever. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que cette dame n'a pas réussi à verbaliser ou à faire ou à dire pour pouvoir demander à Maître Serran de faire ce qu'elle n'a pas pu faire ? Vous voyez ? Et donc cet argent, finalement, je pense que c'est pas la bonne monnaie, mais c'est ce qui permettrait d'une certaine... Et puis d'ailleurs, Maître Serran ne peut pas demander des excuses. Il peut demander de l'argent, en fait. Donc, on demande à Maître Serran de donner ce qu'il peut donner, enfin, indirectement. Mais oui, l'argent symboliquement vient quand même réparer les fameuses dettes. Et après, on pourrait parler des différences de salaire, où on demande à l'autre de nous donner parce qu'il gagne plus, etc., quoi. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Non, je veux savoir que finalement, est-ce qu'une fois qu'on a beaucoup d'argent, on refait plus facilement, ou on continue plus facilement sa vie ? Non, mais évidemment que ça va permettre de se faire un peu plaisir. Évidemment, ça va permettre de racheter les choses qu'on n'a plus, de racheter la fameuse soupière là qu'on a perdue. Mais bon, ça effacera pas le souvenir, ça refera pas l'histoire, ça réglera pas le problème en fait. Mais vous êtes victime d'un attentat, on vous donne 20 000 balles, est-ce que ça compense ? Non, point barre. Ça compense rien du tout. Non, complètement. Ça paiera tous les jours de boulot que vous avez manqué et ça vous paiera vos dettes, mais voilà, ça, c'est pas la bonne monnaie, quoi, tout simplement, c'est évident. Alors les hommes, quand ils divorcent, ils ne perdent pas que leur femme, Maximilien. Alors qu'est-ce qu'ils pourraient perdre d'autre ? Leur mère. Leur mère ? Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a... Alors, moi j'ai aussi... Et encore une fois, c'est une question, c'est pas possible d'avoir autant de femmes qui me parlent de leur divorce, mais j'en ai beaucoup qui viennent pour être soutenues et qui se rendent compte que, pour prolonger ce que j'ai dit tout à l'heure, le mari commence à devenir assez, et ex-mari assez colérique parce que il est confronté à lui-même, parce que le couple c'est un équilibre. On est encore dans une société où qui est-ce qui change les couches, qui est-ce qui lance la machine à laver, qui est-ce qui est en linge, qui c'est qui fait à bouffer, qui c'est qui fait les courses. C'est plus souvent madame. Et on ne peut que s'en réjouir. Je sais pas. Ah bon ? Parce que si c'est mal fait, vaut mieux le faire soi-même. Bon. Faut lui apprendre, madame, faut lui apprendre. Si tu peux lui apprendre, tu peux le faire. Oui, justement. Et hop, tu t'es fait avoir. Non, mais moi, je l'assume. Et donc, quand on se sépare, Madame Serran nous écoute. On est confronté à ça. J'ai plus d'enfants à qui on met des couches, donc maintenant, vous pouvez tout lui dire, Madame Serran. Mais le problème, c'est qu'on peut être confronté à ça au moment de la séparation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où est le carnet de vaccination, on ne sait pas quel est le nom du prof, on n'est pas au courant. Il faut aller à la réunion parents-prof. Normalement, c'est Madame qui va. Et donc, d'un seul coup, il y a une sorte d'injustice parce que le couple y permettait, dans des rôles bien fixés, dans des fonctions, de compenser nos insuffisances. Donc, c'est Madame qui faisait des choses. Et puis finalement, on peut perdre aussi une mère. Et assez souvent, j'ai ressenti qu'il y avait de la colère chez les hommes après le divorce parce qu'ils perdaient cette fonction maternelle qu'ils pouvaient retrouver chez leur femme. Et beaucoup de femmes, quand je leur pointe ça du doigt, me disent oui, mais bon, c'est pas grave.
Et puis quand elles sont au moment du divorce et après, elles me disent, mais en fait, c'était une catastrophe. Je faisais tout, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, secrétaire, infirmière. Et d'ailleurs, je suis content de faire les mêmes rôles, mais pour moi et mes gosses maintenant. Et je vois qu'en face, il est en impossibilité de se débrouiller tout seul, quoi, d'anticiper des trucs. Et là, il se rend compte de tout ce que j'ai épongé, et tout ce pourquoi je me suis adapté. Et donc là, la femme se dit souvent, pourquoi j'ai fait tout ça, quoi. C'est vrai ça, parce qu'on le voit en règle générale, l'homme demande, quand on arrive devant le magistrat, un droit de visite et d'hébergement. Alors parfois c'est sincère, mais parfois il se dit stratégiquement, si devant le juge, je dis écoutez, j'ai pas envie de voir mes enfants, c'est peut-être pas la bonne chose. On obtient le droit de visite et d'hébergement et puis il se rend compte que les enfants, faut s'en occuper. Au bout de 3 fois, ça marche. C'est exactement ça. Et puis il faut leur faire à manger. Et puis il y a une discipline à avoir. Et ils reviennent nous voir en disant est-ce qu'il serait possible alors est-ce qu'on peut les rendre non, mais c'est ça. Juridiquement, c'est toujours possible. Mais voilà, c'est vrai que ça, on l'entend assez souvent. Ils sont toujours au début motivés pour voir leurs enfants. C'est pas compliqué, moi aussi je peux le faire. Voilà. Et puis, quand concrètement on doit s'occuper des enfants, ils viennent nous revoir en disant est-ce qu'on peut demander une diminution du droit de visite et d'hébergement. Donc, je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'en règle générale, on est bien content que Madame s'en occupe et on était bien content que Madame gère tout ça. Ouais. Bon, enfin, il y a aussi les merveilleux papas solo. Hein. Ah oui, il y en a, heureusement, bien sûr. Et des mères exécrables aussi. Enfin, voilà. Mais t'as souvent des hommes qui te demandent de la réduction. J'ai pas de femme, honnêtement. Honnêtement, si non, franchement. Voilà. Non, j'ai jamais eu une femme qui est venue voir en me disant tiens, j'aimerais bien qu'on réduise le droit de visite et d'hébergement on n'y est pas encore. Mais c'est vrai. Et c'est en règle générale, c'est monsieur. Ouais. Vous avez des femmes qui viennent vous voir, Maître Serran, parce que le père a disparu. Ouais, alors nous ça nous arrange puisque la procédure est beaucoup plus rapide, techniquement parlant. Après, est-ce qu'il a vraiment recherché aussi, non ou pas? Recherché qui? Le papa, on te dit il a disparu, mais non, enfin il a disparu, c'est-à-dire quoi? Il a disparu dans le sens où il vit plus avec Madame, il est parti. Ouais, voilà, il laisse femme et enfant disparaître. Ah non. Tu vérifies ça quand même. Nous, la seule obligation, c'est quel était le dernier domicile conjugal. Si le dernier domicile conjugal, j'ai n'importe quoi, est à Aubervilliers et que monsieur a décidé de partir n'importe où, on fait la procédure par rapport au domicile de la ville du couple. Donc il y a un huissier qui va débarquer là-bas, il va laisser un document en disant c'est pour monsieur. Et si madame cache le papier et que monsieur est parti pour une autre raison? Ah non, mais c'est déjà arrivé, mais le truc, c'est... Ah non, mais encore une fois, je dis pas que dans ce genre de situation, il y a toujours madame qui est de bonne foi ou de mauvaise foi. C'est-à-dire que ça peut arriver, mais quand on a une procédure et qu'en face, on n'a personne, ça va se faire sans l'intéresser. Et c'est plus rapide, alors? Ah oui, c'est plus rapide. Oui, c'est plus rapide. Mais oui, ça arrive, pas souvent, mais ça arrive. Après, vous avez des femmes qui vous disent il est parti, je sais pas où il est, et puis vous en avez d'autres qui savent pertinemment où il est, mais qui donnent pas l'information. Et en particulier, vous savez, quand on vous dit écoutez, si j'engage une procédure et monsieur n'est pas là, ça ira plus vite, pour peu que vous répondiez oui, vous imaginez bien qu'elle va pas me dire écoutez, il est à telle ou telle adresse. Donc oui, ce sont des procédures qui arrivent et qui aboutissent. Oui, parce qu'on pourrait imaginer, parce que ce serait peut-être plus souvent l'inverse, que madame est partie parce que violence conjugale, monsieur garde le domicile, on peut imaginer que madame est partie ailleurs, on envoie un huissier un document au domicile conjugal, forcément c'est monsieur qui va le récupérer, ce ne sera pas madame qui le signera puisqu'elle ne reviendra plus. Ouais, mais là c'est une situation un peu compliquée. Ouais, mais ce que tu dis là, en fait, en règle générale, monsieur pense même pas à ce genre de truc, donc comme quoi les hommes sont un peu moins tordu, on va dire, par rapport à ça. Ta démonstration est faite, c'est ça? Voilà. Donc, A plus B. Je crois qu'il va avoir des pouces en bas. Non, mais c'est souvent... Attention, je dis pas que madame nous invente quand monsieur disparaît, mais les trucs un peu procéduralement tordus qui viennent en principe de l'esprit de l'avocat nous sont souvent soufflés par nos clientes. Qu'est-ce qui pourrait pousser les hommes à disparaître, Maximilien? Pourquoi Je sais pas, il y a un truc qui me vient comme ça, là, c'est la difficulté de pouvoir affronter la réalité. Parce que si je suis pas là, d'une certaine manière, c'est comme les enfants qui se cachent les yeux en disant j'ai disparu, quoi. Et puis avec peut-être l'idée que si je suis pas là, la procédure va pas pouvoir se faire. Donc je refuse de divorcer, donc je ne suis pas là. T'as raison, c'est souvent ça. Quand il y a monsieur qui nous contacte et qui dit je crois que madame a engagé une procédure, mais voilà, je suis pas au domicile, donc ça va traîner. Quand on leur dit attendez, ça va aller encore plus vite,
Là, à ce moment-là, j'arrive. Mais c'est exactement ça. Je suis là dans 10 minutes. C'est une erreur de croire que je vais pas me présenter ou je vais me cacher, et puis madame va galérer, la procédure va être longue, c'est faux. Parce que je pense que c'est plein de fantasmes, un peu tout ça. On connaît pas forcément les procédures, donc il y a des comportements bizarres, moi, que je comprends pas forcément, mais oui, il pourrait y avoir cette hypothèse. Est-ce que vous rencontrez tous les deux des gens qui vont au bout de la procédure du divorce? Oui, on en a déjà vu. Ouais, c'est bien. Bonne première partie. Et qui, une fois que c'est prononcé, se disent pourquoi on a divorcé, finalement, on s'aime toujours. Moi, j'ai déjà vu ça, et parfois même en pleine procédure. C'est-à-dire que la procédure est en cours, et puis vous avez madame, Ils s'embrassent, quoi. Ah ouais, madame, Qu'est-ce monsieur. que vous foutez Non, mais c'est vrai, c'est assez particulier. Qui restent comme des couples, c'est ça? Ah non, mais qui vous disent, est-ce qu'on peut mettre fin à la procédure? Alors d'abord, on leur explique que tant que le juge n'a pas prononcé le on divorce... vous prendra l'argent quand même. Hein. Ah non, mais ça, il n'y a même pas de discussion là-dessus. C'est pas un sujet de discussion. Mais c'est vrai que tant que le juge n'a pas prononcé le divorce, on peut reprendre sa vie commune, et c'est arrivé parfois. Ça tient pas très longtemps, en règle générale, voilà. Et sincèrement, et on leur dit, vous avez bien réfléchi, la procédure est en cours, voilà, on a déjà perdu entre guillemets quelques mois, donc si vous continuez encore un peu, vous serez divorcé. Et puis si vous avez envie de vivre avec monsieur, vous pouvez le faire. Mais mettre fin à une procédure volontairement, et demain on a encore des reproches à faire à monsieur, on repart à zéro. On refacture. Ouais. Ah ouais. Légitimement. Et on garde le même avocat, bien sûr. Bah oui. Punchline. Voilà. Donc il faut faire attention à ça, mais effectivement, ça arrive parfois. Ouais. Est-ce qu'on peut rester bons amis après un divorce? Après une séparation. Ouais, enfin, un divorce, une séparation, surtout quand ça fait un moment qu'on est ensemble. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. Je sais pas, c'est sûr que si madame, elle a vu monsieur avec une minette, en règle générale, il y a trop de haine. Moi, je pense à un monsieur que je vois là, en consultation. Apparemment, c'est un des rares cas où apparemment, ça se passe très bien. Ils ont des enfants et ils s'arrangent très bien. Ça fait rêver presque, parce que je me dis, c'est cool, voilà, ils sont mûrs, ils s'appellent, il a un peu de retard, il n'y a pas de souci, il a une copine, elle s'en fout, lui il a un copain, c'est très bien. Je pense qu'on n'a pas un lien d'amitié normal, d'une certaine manière, c'est peut-être un autre type de lien. Mais il y a le respect et l'adaptation qui continuent à se faire. Mais c'est compliqué de trouver des gens divorcés qui peuvent discuter calmement, gentiment. Parce qu'en règle générale, dans quand les on films, m'appelle, bien, voilà, dans les films. Ça fait série TF1 un peu. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais dans la réalité, quand le client passe un coup de fil en disant, mais c'est pas une gentillesse quand il parle de madame ou madame de monsieur. Donc, dans les films peut-être. Oh, mais la nostalgie arrive toujours, vous savez. Et quand ça arrive, c'est étonnant. Ouais. C'est vrai que je pense à un monsieur, c'est très étonnant, c'est très bien pour lui. Je suis surtout content pour les enfants à ce moment-là, en fait. Mais ça peut questionner sur pourquoi ils se sont séparés. Après, on fera une autre émission là-dessus, oui. puisque maintenant c'est le moment où vous allez chanter, donc moment que tous les auditeurs attendent. Non, je la connais mais moi pas, non plus. Michel Jonas, vous me l'avez chanté hier et je l'ai dans l'oreille. Non, alors c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. J'ai lancé quelques phrases et Philippe a chanté. Mais c'est terrible. J'aurais dû enregistrer ça. C'était dites-moi qu'elle est partie pour quelqu'un d'autre que moi. Mais pas à cause de moi. Mais pas à cause de moi. Ouais. Voilà. Belle chanson de Michel Jonas. Et on la lance. Ah non, je suis pas bon. Non, parce que là, il l'a pas chanté, là. Non, il l'a dit. Il l'a dit. Ah, d'accord. Parce que vous avez dit chanter. Vous la connaissez, la chanson, Maître Serran? Non, du tout. Bon, bah alors on dit rien. Il connaît, Maître Serran chante Capitaine Flamme. Chacun, c'est bien, Capitaine Flamme, Goldorak, enfin toute ma jeunesse. C'est quand on était jeune, ça. Ouais, Capitaine Flamme. C'est bien, ça, non? Bien, vous réécoutez l'émission sur beurrefm.net, podcast, vous regardez l'intégrale de l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous tous les deux ce matin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain sur Beurre FM.